Donner une seconde chance aux jeunes déscolarisés et en situation de vulnérabilité fait partie de ce projet dénommé Bab al-Amal qui émane du ministère de l'économie, de la planification et du développement dont on va parler sur ce plateau. À cet effet, nous recevons Mme Mbalessi Béatingar, référente de la formation humaine au sein d'Essor Tchad. Bonjour Madame et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci de m'avoir reçu sur ce plateau. Quel constat faites-vous de la situation des jeunes déscolarisés et vulnérables au Tchad? Et le constat que je fais déjà, il est alarmant comme tout Tchadien, je pense. Autour de nous, on constate qu'il y a beaucoup de jeunes déscolarisés et de ce fait par beaucoup de facteurs qui contribuent à cette déscolarisation. Donc le constat, il est amer et on essaie de pallier à cela. D'accord. Et pourriez-vous nous présenter succinctement le projet Bab al-Amal? Le projet Bab al-Amal est un projet financé par l'AFD, par la délégation européenne. Voilà, donc il est un projet du ministère du Plan et il est mis en œuvre par Essor et Essor en assure la composante 1 parce que ce projet est divisé en deux grandes composantes et nous, Essor, on a la composante 1 qui dure 4 ans et qui sera axée essentiellement sur la formation et l'insertion de ces jeunes en situation de vulnérabilité. D'accord. Donc le projet fait 4 ans. Et ça fait combien d'années que le projet existe? Ça fait déjà 3 ans et 7 mois qu'il est déjà exécuté. Donc nous sommes à la fin de ce projet, donc en phase finale. On travaille en partenariat avec 4 autres institutions tchadiennes, des ONG privées, qui font qu'on est à travers 5 villes aujourd'hui, à savoir N'Djamena, Abéché avec Aturad, Bongor avec Akwada, Mundo avec IHDL et UP, N'Djamena avec N'Djamena et SAR avec UP, Université Populaire. Parlez-nous de manière encore large, de manière vaste des objectifs de ce projet. D'accord. Entre autres, les objectifs, c'est déjà la formation de ces jeunes-là en situation de vulnérabilité. On l'a dit, c'est une deuxième chance pour ceux-là qui n'ont pas eu les moyens, d'une manière ou d'une autre, qui n'ont pas eu le soutien d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. Donc, c'est une deuxième chance, une main tendue. Et c'est la formation. Après, la formation, c'est leur insertion, leur réinsertion, parce que beaucoup n'ont pas pu avoir aujourd'hui une qualification. Donc, en leur donnant une qualification, il faut les insérer, parce qu'on ne va pas les former et les laisser encore repartir dans la rue, j'ai envie de dire. Donc, on les forme. Et après, le troisième volet, c'est aussi de l'auto-emploi. L'entrepreneuriat est en vogue au Tchad. Donc, on essaie aussi de contribuer de notre manière à former ces jeunes et à les insérer ou à leur proposer un entrepreneuriat. Non. Nous allons vous inviter à suivre un reportage. Nos éléments sont allés sur le terrain pour rencontrer un monsieur qui aide les jeunes à avoir un métier. Et il a un centre de formation et beaucoup de jeunes se font former dans ce centre-là. On vous demande à suivre avec nous l'élément et après on revient sur le plateau. La question de l'accès à l'emploi est devenue de nos jours un défi mondial auquel fait face la jeunesse. Conscient de la situation, beaucoup de jeunes se tournent de plus en plus vers l'entrepreneuriat à travers la formation professionnelle comme une solution de terrain. La jeunesse tchadienne n'est pas du reste dans ce combat. C'est le cas de ce jeune Bekoula Théodore, menuisier de son état et détenteur d'un centre de formation professionnelle dénommé Centre Bon Berger pour l'orientation et la formation des enfants vulnérables. Créé il y a 1 an, le centre est situé à Walia dans le 9e arrondissement de N'Djamena. L'objectif principal de ce centre est de voler au secours des enfants en situation scolaire difficile. L'objectif du centre est de former les enfants vulnérables. Les enfants qui ont le cours de vie difficile, qui ne pouvaient pas continuer dans les établissements, dans l'école. Et j'aime les former. Ils sont trop nombreux à N'Djamena, partout dans le Tchad. Et je veux qu'on arrive à former ces jeunes. Et au Tchad, on n'a pas de menuisiers. On fait toujours recours aux expatriés, aux étrangers pour faire le travail de bois. C'est pourquoi j'ai sollicité faire le centre. Malgré les difficultés d'ordre énergétique et financier, le centre a pu réaliser beaucoup d'activités à travers la ville et projette de former avec l'appui des partenaires et du gouvernement beaucoup d'enfants vulnérables. Les activités ont fait la menuiserie bois et la menuiserie métallique aussi.
Mais on monte beaucoup de meubles. On monte les chaises, les lits, les salons. On fait la soudure des portes, on fait tout. Ce qui est en conception bois. La vraie difficulté consiste dans l'énergie. Nous fonctionnons avec un groupe. Et c'est très difficile que les enfants arrivent à travailler. Si le groupe tombe en panne, on ne peut pas. Il est question que le groupe tourne d'abord. Et on n'a pas un capital. Et ce capital, il faut d'abord produire un article, envoyer au marché. On achète d'abord, on trouve un peu de moyens pour survivre avec. Le projet du centre, j'aime que ça grandisse. Et qu'on arrive à trouver les ingénieurs en bois dans ce centre, dans l'avenir. Et j'aime arriver que dans une année, on peut former 100 enfants. Et on le met dans la vie active, c'est vraiment bon. Dans un monde où les regards sont de plus en plus tournés vers la professionnalisation des métiers comme solution aux problèmes d'insertion socio-professionnelle des jeunes, encourager de telles initiatives paraît d'une impérieuse nécessité. On a créé des outils tech. Les outils tech, c'est un emplacement, voilà, c'est une forme de bibliothèque, mais du cadre professionnel, donc qui va permettre à n'importe qui de pouvoir s'abonner et d'avoir accès à du matériel de travail qu'il ne peut pas s'offrir. Donc un abonnement qu'il fera que cette personne pourra partir et revenir, emprunter des objets et travailler. Donc après, à part ça, dans 3 villes au sud, par exemple à Bongo, Moundou et Sarr, on développe aussi l'agriculture. Donc dans ces bureaux de formation, il y a des jeunes qui pourront avoir aussi accès aux informations de comment profiter d'un accompagnement sur l'agriculture et sur l'élevage. Voilà, donc, et là, comment ça se passe? C'est vous qui allouez des terres à ces jeunes? Non, il y a des critères qui vont faire que, par exemple, dans ce contexte-là, on va s'adresser seulement à des jeunes qui ont déjà des terres, à des jeunes qui ont déjà peut-être un bétail, une volaille, et on va venir renforcer l'activité qu'ils font déjà. Voilà, nous on va venir renforcer et en renforçant on va apporter peut-être du matériel, on va apporter un savoir-faire, on va apporter, parce que forcément pour beaucoup ils ne savent pas qu'il faut soigner aussi des bêtes, des animaux et entretenir peut-être les plantes, tout ça. Donc je m'avance un peu, mais c'est un peu tout ce qu'on fait, quoi. D'accord. Mais les jeunes qui bénéficient en fait de ce projet, c'est vous qui les choisissez ou c'est ces jeunes-là qui viennent vers vous? On passe par une mobilisation. On parle de cycles. Nous, on le dit, c'est des cycles de 9 mois. Pendant ces cycles, il y aura une première étape qui sera la mobilisation, où dans les quartiers, les chefs de carré et tout cela seront saisis. Ils feront du bouche à oreille et tout. Et les jeunes vont venir d'eux-mêmes. Ils vont venir d'eux-mêmes et selon maintenant l'accueil qui se fera dans les bureaux formation emploi, les BFE, chaque technicien va pouvoir maintenant, selon nos critères pour être retenu, pour suivre une formation, sélectionner le jeune. Et voilà, donc il y aura des tests qui vont être faits avec ce dernier. Même s'il est déscolarisé, on va essayer de tester ses prérequis et puis de voir ses motivations pour tel ou tel métier avant de pouvoir le retenir et l'envoyer en formation professionnelle. Avant de faire cela, on pourra passer encore à la toute dernière étape avant la formation, ce sera la formation humaine, dans laquelle il va se dérouler des différents ateliers sur le savoir-faire, le savoir-être, sur la santé, sur la violence, sur plein de thèmes qui vont transformer un peu la vision et le comportement de ce jeune-là avant de l'envoyer en formation, afin d'assurer son employabilité durable à la fin de son cycle. Et depuis le lancement du projet Bab Al-Amal, quelles sont les actions qui ont été posées dans le volet de la formation humaine? Dans ce volet-là, pas mal d'actions, je dirais, le changement de caractère, de comportement, donc un appel à la citoyenneté. C'est vraiment l'objectif premier de cette formation humaine-là, qui est une nouveauté pour Essor,
parce qu'on l'a expérimenté au Mozambique une première fois et aujourd'hui c'est au tour du Tchad de l'expérimenter et jusqu'à présent ça se passe bien, plutôt bien, c'est bien accueilli et on est content des résultats parce qu'on arrive quand même à modeler le comportement de ces jeunes, bien que c'est pas étendu, mais on arrive à avoir des avancées comme le choix de métier. Il y a des jeunes qui viennent déjà avec une idée, arrêter des métiers dits hommes ou féminins, alors que c'est le plus souvent des passions que l'un ou l'autre peut avoir. Mais parce que ce sera un métier dit homme ou féminin, ce dernier-là va pas choisir, il va se mettre sur une formation qu'il ne désire pas et au bout du compte il va démissionner parce que ça c'est pas par ambition, c'est pas par passion qu'il le fera. Donc ça on essaie de le moduler et puis beaucoup, même nous aujourd'hui professionnels, on ne prend pas en compte forcément notre santé mentale et physique alors que ce sont des points qui sont vraiment liés à notre employabilité. La santé et l'employabilité, c'est étroitement lié. Donc tout cela, c'est un peu des avancées et c'est des actes qu'on a posés à travers nos ateliers qu'on fait. Aujourd'hui, on peut observer ce changement dans les centres de formation parce qu'il y aura un accompagnement qui va se faire, il y aura des descentes dans les terrains et puis à la fin, il y aura les différents tuteurs de formation vers qui on va se rapprocher pour demander qu'est-ce qu'il a observé. Voilà, donc aujourd'hui, on a vraiment, pour parler de taux de fréquentation dans ces formations, aujourd'hui, on est autour de 43% de fréquentation, parce que ce sont des ateliers qui durent au moins 3 heures de temps, et ce, pendant 4 jours dans la semaine, en mode intensif avant de passer au mode un peu lent pendant la formation professionnelle. Ils suivent encore cette formation humaine pendant 3 mois et ce, une fois dans la semaine. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a réussi à insérer ces jeunes. Le plus souvent insérés, c'est parce que à travers cette formation humaine, il y a eu un déclic qui a fait qu'aujourd'hui, ils se sentent responsables de leur avenir. Ils ne vont pas forcément jeter la pierre à quelqu'un de leur entourage par rapport à leur devenir. D'accord. Mais est-ce que les femmes ou les filles s'intéressent beaucoup plus aux formations que vous organisez? C'est toujours un aspect assez difficile. Le pourcentage des filles demeure toujours bas. Quelle que soit la mobilisation faite, on n'arrive toujours pas à avoir un taux, je pourrais dire, égal au taux des garçons. Donc c'est malheureux, on n'a jamais, par exemple, à Abéché, on a un taux de 4% de filles seulement sur les 3 cycles déjà. Donc c'est dommage, on n'arrive pas toujours à mobiliser ces derniers-là pour beaucoup de raisons. Pour beaucoup de raisons, on n'arrive pas, mais on essaie. D'accord. Est-ce que les rapports entre vous, quand vous descendez sur le terrain, avec les autorités communales se passe bien? Est-ce qu'elles vous aident également à pouvoir approcher facilement la population? Oui, on a déjà des liens. Ce n'est pas le premier projet que ESSOR met en œuvre, par exemple. C'est je ne sais plus, le énième projet déjà qu'il met en œuvre parce qu'il est au Tchad, ça fait une décennie déjà. Donc on a déjà des contacts au préalable avec les communautés. Seulement qu'on ne travaille pas trop avec les communes d'arrondissement parce qu'on va se baser dans les associations. Parce qu'on va travailler avec des couches en situation de vulnérabilité. Donc on va se tourner vers des associations, vers des organes basiques de chaque arrondissement. Voilà. Donc aujourd'hui, on est bien accueillis partout où on passe. D'accord. Est-ce qu'il y a une chance pour que ce projet puisse être renouvelé, puisqu'il reste juste quelques mois? Je serais peut-être très mal placée pour répondre, mais on pourra dire qu'avec les résultats qu'on a eus, on peut avoir une lueur d'espoir que le ministère va reconduire le projet. Donc si les responsables, les plus hauts responsables étaient là, peut-être qu'ils sauraient mieux informer. Mais je pense qu'avec les résultats qu'on a aujourd'hui, le ministère peut encore nous faire confiance pour reconduire le projet ou pour nous proposer un autre projet. D'accord. Parlant des jeunes qui ont été formés, nous allons écouter quelques témoignages
de ceux qui ont bénéficié de ces formations. Et après quoi, on va revenir sur le plateau pour continuer. Maintenant, je connais le travail pour me faciliter que je ne peux pas aller loin à côté de lui pour fabriquer quelque chose. C'est moi-même qui va descendre au terrain pour fabriquer mes sauces. Je félicite, il m'a montré beaucoup de travail. On a assez le bois qu'on appelle comme ça, les bois banquis, bois rouge, quoi, il me montre tout. Il me montre certains travaux. Et à possibilité, si je trouve la moyen, je vais ouvrir des centres comme pour lui aussi. Bon, en première des choses, je les remercie pour toutes ces formations que j'ai reçues envers eux. Et j'aimerais que à ceux qui sont à la maison, qui font rien, ils peuvent aussi venir faire comme nous on fait. Parce qu'ici, il n'y a pas un seul métier. Donc, c'est pour ça que je suis venu ici pour apprendre, pour que ça m'aide bien. Awa laga pi dakuna histoire. Maître Agina Ali Farabagama et Chapani Gara Jabani Negal Khalin cette formation chia. Taba Jabana kan cette formation na ministre. Kamal min centre na bombergera. Ndisho shara ana kulun fuka telagi wan former nas michelu kulu former. Ok, merci pour ces témoignages. Madame, dites-nous en quoi consiste la mission d'accompagnement? La mission d'accompagnement, comme on le dit, et qu'on le dit à Esson, on sait le faire, c'est une méthodologie vraiment à part entière qui va nous rapprocher de l'individu, qui va nous rapprocher, qui va faire qu'on va cultiver une confiance entre l'individu et nous, et avec son entourage aussi. Ce qui va faire que dès le début de sa sélection, on va se rendre à son domicile. Donc la mission maintenant d'accompagnement, elle commence à ce niveau-là. On va se rendre à son domicile, on va échanger avec ses parents, parce qu'on demande aussi que ces jeunes aient un ancrage familial. Et une fois la confiance installée, l'information passée avec les parents, comme quoi ce jeune sera mobilisé pour suivre un cycle avec nous, une formation, pardon, avec nous. Il va suivre la formation humaine, comme je le disais tantôt, pendant 1 mois en mode intensif. Après cette formation, s'il ne s'est pas absenté, parce que là encore il y a des critères, tout ça, qui vont nous amener à retenir définitivement certains jeunes. Après quoi, il passe à la formation professionnelle qui va durer pour certains métiers entre 3 à 6 mois. Avec un stage aussi de 3 mois obligatoire selon maintenant le mode de formation. Si c'est un mode en alternance, il n'y aura pas besoin de faire un stage. Mais si c'est un mode classique, il va falloir faire un stage à la fin de cette formation. Et donc pendant cette formation proprement dite, on va dans la semaine passer 1 à 2 fois au moins dans le centre de formation professionnelle pour s'assurer de l'assiduité, de la fréquence de ce jeune-là. Et on va aussi suivre, même avec le centre de formation, on va s'assurer qu'il y a tout le matériel qu'ils ont demandé, qui est acheté. Tout à fait. Voilà, donc on va le faire tant auprès du centre de formation qu'auprès encore de sa famille. On va demander à ce jeune-là de revenir continuellement au centre, au bureau formation emploi pour demander des conseils ou bien pour être accompagné dans la rédaction de quelques documents dont il aurait besoin. Après cela, on ne s'arrête pas. Quand il passe son stage, il y a un autre technicien qui prend le relais, qui va assurer, on va l'appeler le technicien insertion, qui va assurer maintenant la recherche, la prospection des stages et de l'emploi. Pendant ce temps, l'accompagnement est continu parce que autant on fait cette prospection qu'on va demander aussi à l'entourage de ce jeune de faire la même chose avec nous parallèlement et que ce soit de leur côté qu'ils trouvent une place ou d'une autre, ce sera à féliciter. Et pendant que cette personne a le stage ou un emploi, on va continuer encore à l'assister pour lui donner des conseils. Comme je parlais en amont du savoir-faire et du savoir-être, qui est important aujourd'hui dans le monde professionnel. Donc la mission de l'accompagnement, ça ne s'arrête pas juste
au bureau formation et emploi. Mais c'est des descentes au terrain continuelles avec ces jeunes. C'est même sollicité par du jeune, notre accompagnement avec lui dans une structure pour un entretien et tout. Donc ça, on le fait avec les jeunes. D'accord. Mais comment appréciez-vous les actions du gouvernement en faveur de la jeunesse? Oh, on les apprécie, je dirais au nom des sorts qu'on apprécie vraiment les actions du gouvernement. Mais on dira le gouvernement peut mieux faire. Parce qu'aujourd'hui, les politiques d'encadrement de cette jeunesse-là ne sont pas encore suffisantes. Bien sûr que ce projet est un projet du gouvernement qu'on est en train de mettre en œuvre, mais nous pensons que le gouvernement peut encore nous apporter plus d'aide dans ce domaine, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il faut allouer des kits, par exemple, à des jeunes qui veulent entreprendre, mais il va falloir aussi un remboursement. La plupart des jeunes ne peuvent pas le rembourser. Donc, c'est assez difficile. Il va falloir encore que le ministère puisse, que le gouvernement, puisse revoir sa politique d'éducation aussi. Parce que le problème que nous sommes en train de résoudre découle aussi du système éducatif de notre pays. Voilà, donc c'est lié. Il va falloir que le gouvernement puisse prendre des résolutions pour mettre le paquet. D'accord. D'accord. Vous avez un mot à l'endroit de nos téléspectateurs ou des parents qui nous suivent actuellement? Oui, je leur dirais de s'investir dans la progéniture qu'ils ont. Que ce soit la progéniture biologique ou non, dès qu'on a la responsabilité d'un enfant ou bien d'une personne chez soi, ce sera souhaitable de s'investir, et ce, dans tous les domaines possibles, pour permettre à cette personne-là d'être autonome. Parce que l'autonomisation de la personne en elle-même, c'est vraiment un atout pour notre pays. Donc si tout le monde essaie de mettre la main à la pâte, et surtout de faciliter l'autonomisation financière de la jeune fille, ça sera vraiment une grosse aiguille qu'on aura retirée de la pâte, quoi. Merci madame, merci d'être passée. Merci à vous aussi de m'avoir reçu. Merci, on vous souhaite bon vent dans tout ce que vous faites. Merci bien. Merci. Mesdames, Messieurs, ce fut un réel plaisir d'être en votre compagnie. Notre émission tire déjà à sa fin. Restez toujours connectés sur votre chaîne nationale. Le meilleur reste à venir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Carrefour. Ciao, ciao.